Sous la brume d'un hiver ancien, les couloirs de Londres et les falaises de Cornouailles semblent murmurer des secrets que nul n'ose affronter. Chaque pas résonne comme un écho venu du passé. Chaque silence cache peut-être une vérité trop lourde pour être révélée. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Alors, laissez vos pensées s'égarer dans l'ombre des demeures, car ce récit s'ouvre là où l'honneur et le mystère s'entrelacent en silence. Londres, ce soir-là, paraissait vêtue d'un manteau funèbre. La brume, lourde et glacée, rampait entre les lampadaires vacillants et étouffait jusqu'au bruit des fiacres. J'avais rarement vu la capitale enveloppée d'une atmosphère aussi oppressante, où chaque pas résonnait comme s'il venait troubler un silence imposé par quelque force mystérieuse. Les silhouettes indistinctes des passants semblaient se dissoudre dans ce brouillard spectral, et je me surpris à songer que notre ville, dans ces instants, devenait le décor idéal d'un crime invisible. Ce climat étrange me rendait plus sensible encore à l'attente diffuse d'un événement inattendu, comme si le brouillard cachait non seulement la pierre des édifices, mais encore les dessins d'hommes aux intentions obscures. Lorsque je regagnais le salon de Baker Street, ce contraste entre l'extérieur et notre refuge familier me frappa vivement. Le feu de cheminée entretenait une chaleur douce, et Holmes, dans son fauteuil, demeurait immobile, les paupières mi-closes, absorbé dans l'une de ces méditations dont il avait le secret. Je m'approchai de la fenêtre et contemplai la rue déserte. Les halos des réverbères s'éteignaient dans la brume comme des veilleuses à l'agonie. Ce silence feutré, presque solennel, n'était rompu que par le grésillement du bois consumé. Je croyais la soirée condamnée à cette quiétude étrange, lorsqu'un bruit de pas précipité retentit sur le trottoir, suivi d'un coup frappé à notre porte. L'atmosphère s'en trouva soudain brisée, comme si le destin avait choisi ce moment précis pour se étranger à lui-même. Sa voix, lorsqu'il parla, vibrait d'une urgence contenue, comme si l'aveu qu'il s'apprêtait à faire lui coûtait plus cher que tout. « Messieurs, dit-il d'une voix tremblante, c'est une affaire d'une gravité telle que je ne puis la confier qu'à vous. » Il expliqua alors qu'au manoir familial de Cornouailles se trouvait depuis des générations un coffre scellé, héritage mystérieux d'un ancêtre corsaire. Nul n'avait jamais osé briser ces sceaux, mais sa présence représentait la fierté et l'honneur des Fortescue. Or, 2 nuits auparavant, ce coffre, gardé dans une pièce verrouillée de l'intérieur, avait disparu. Les portes, pourtant solides, n'avaient subi aucune effraction. Les fenêtres demeuraient closes. Le mystère résidait dans cette disparition impossible autant que dans l'objet lui-même. Sir Reginald parlait avec un mélange de honte et de désespoir, et l'on sentait que ce coffre, plus qu'un simple objet, incarnait la mémoire et peut-être la malédiction de sa lignée. À mesure que ses paroles se déversaient, je percevais la lourde angoisse qui pesait sur son nom. Durant ce récit, Holmes ne prononça presque pas un mot, mais je suivais le mouvement de ses yeux gris, dont l'éclat métallique s'accrochait aux détails. Tandis que Sir Reginald s'exprimait, Holmes inclina légèrement la tête, flairant une odeur subtile. « Du tabac oriental », remarqua-t-il enfin, dont l'usage est peu fréquent en nos contrées. Ses doigts, posés sur la coudoir, s'étaient soudain immobilisés lorsqu'il observa la canne que notre visiteur avait déposée près de lui. Un mince filet de boue séchée y adhérait, d'une couleur jaunâtre qui ne correspondait pas aux terres de Londres. Je demeurais perplexe, car ces détails me paraissaient insignifiants. Mais je savais, par expérience, qu'ils étaient pour Holmes des pierres d'angle sur lesquelles s'édifierait toute la logique de son raisonnement. Lorsque Sir Reginald, à bout de souffle, se tut enfin, je ressentis dans le silence qui suivit une densité presque tangible. Holmes, impénétrable, le roulis monotone du train s'accordait étrangement au silence pesant qui régnait dans notre compartiment. Par les vitres opaques, je distinguais à peine la campagne figée sous une brume glaciale, où chaque arbre paraissait réduit à une silhouette spectrale. Ce voyage vers l'extrémité occidentale de l'Angleterre me semblait d'autant plus interminable que la nature, figée dans son austérité, semblait retenir son souffle. J'écoutais le rythme des roues sur les rails comme une sorte de battement mécanique, rappelant le martèlement régulier d'un cœur inquiet. Tout, dans cette atmosphère hivernale, préparait mon esprit à l'idée d'une énigme obscure, dont nous ne percevions encore que les contours. Holmes demeurait immobile,
les bras croisés, les yeux clos, et son visage exprimait une concentration presque douloureuse. Je le connais assez pour savoir que ce silence n'était pas le fruit d'un simple repos, mais la mise en ordre méthodique de ses pensées. Ses lèvres, parfois, esquissaient un mouvement imperceptible, comme s'il répétait intérieurement un raisonnement. Je m'abstins de le troubler, conscient qu'un seul mot pourrait rompre le fil invisible qui le liait déjà au cœur de l'énigme. Pourtant, ce mutisme prolongé éveillait en moi une curiosité croissante, car je savais que, derrière cette façade de calme, son esprit progressait avec la précision inexorable d'une machine bien réglée. Soudain, Holmes entr'ouvrit les yeux et dit à voix basse : « Considérez, Watson, la singularité de cette affaire. Un coffre scellé, dont nul ne connaît le contenu, disparaît sans trace. » Il marqua une pause avant d'ajouter, avec un demi-sourire : « Où donc réside le mobile, si l'objet n'avait aucune valeur marchande connue ?» Sa remarque, simple en apparence, me frappa comme un paradoxe. On ne vole guère ce dont on ignore la nature, à moins d'être poussé par un motif plus secret que le gain. Cette réflexion, énoncée avec ce ton sec et ironique qui lui était propre, fit naître en moi une inquiétude sourde. Si l'argent n'était pas en cause, que pouvait donc receler ce coffre pour justifier une disparition de la mer? Ses murs, noircis par le temps, portaient la marque de siècles d'intempéries, et ses hautes cheminées semblaient gémir sous la poussée du vent. En franchissant le seuil, je fus frappé par le contraste entre l'opulence des boiseries et l'impression d'abandon silencieux qui pesait sur chaque corridor. Ce manoir, plus qu'une maison, paraissait un monument aux secrets accumulés, prêt à engloutir dans son obscurité quiconque oserait trop le scruter. Nous fûmes introduits auprès de Lady Fortescue, dont la dignité imposait d'emblée le respect. Sa posture, droite et rigide, semblait dictée par un code intérieur plus sévère encore que les convenances sociales. Mais derrière ce masque glacé, j'entrevis une tension contenue, comme si chaque mot retenu lui coûtait une lutte intérieure. Elle nous salua avec une politesse irréprochable, mais son regard froid, presque hostile, laissait entendre qu'elle ne nous accueillait pas en alliés, mais en intrus. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, avait la netteté d'une lame, sans chaleur ni inflexion humaine. Vint ensuite Charles, le fils aîné, dont l'allure ne manquait pas d'élégance, mais que ternissait un regard fiévreux et inquiet. On percevait en lui l'ombre d'anciennes promesses brisées, celle d'un officier qui, autrefois, avait pu inspirer la confiance, mais que les dettes de jeu avaient réduit à un homme soupçonné par tous. Son sourire forcé, ses gestes nerveux, trahissaient la honte d'une réputation perdue. Je ne pus m'empêcher d'éprouver pour lui un mélange de compassion et de méfiance, car les naufrages humains laissent toujours dans leur sillage une obscurité où le crime peut se dissimuler. La cadette, Éléanore, entra d'un pas léger, et sa présence contrastait vivement avec celle de son frère. Ses traits portaient une douceur singulière, mais ses mains tremblantes et ses regards furtifs révélaient une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à cacher. Elle parlait peu, comme si chaque mot devait franchir une barrière de crainte invisible. Pourtant, je crus discerner dans ses yeux une sincérité poignante, celle d'une âme. Enfin, le majordome Graves, vieil homme au maintien raide, fit son apparition. Sa présence, bien que discrète, imposait un sentiment d'autorité silencieuse. Sa voix grave, mesurée, semblait peser chaque mot avec la prudence de celui qui sait plus qu'il ne dit. On devinait en lui une loyauté inébranlable, mais aussi une opacité troublante, comme si ces décennies passées au service de la famille l'avaient lié non seulement à ses devoirs, mais aussi à ses secrets les plus obscurs. Je ressentis, en le regardant, cette impression familière que certains personnages sont moins des témoins que des gardiens, jaloux de vérité qu'ils ne consentent à livrer qu'à contre-cœur. Je me souviens encore du frisson qui me parcourut lorsque nous atteignîmes la porte de la chambre où reposait jadis le coffre disparu. Tout, dans ce couloir, respirait une immobilité oppressante, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La porte, massive et sombre, présentait une surface intacte, sans la moindre éraflure. Le verrou, solide et rigide, paraissait n'avoir pas été forcé. Un silence lourd emplissait l'air, ponctué seulement par le sifflement lointain du vent contre les vitraux.
Je sentais que nous nous trouvions au seuil d'un mystère qui défiait l'entendement. Comment un objet de cette taille avait-il pu s'évanouir d'une pièce qui demeurait close aux regards et aux intrus? Holmes s'approcha de la fenêtre avec une lenteur calculée, comme pour donner à chaque détail l'occasion de parler. Je constatai moi-même que les volets intérieurs demeuraient fermés et que la serrure présentait encore ses scellés intacts. Le vent, s'engouffrant par une fissure, produisait un sifflement ténu, preuve que les éléments extérieurs n'avaient pas troublé cette retraite close. La conclusion paraissait s'imposer d'elle-même. Nul ne pouvait être entré ou sorti par cet accès. Pourtant, le regard perçant de mon compagnon ne s'arrêtait pas à cette apparence rassurante, et je devinais, à la crispation subtile de ses lèvres, que l'évidence lui semblait déjà suspecte. Alors que je laissais, vieil homme conserva son flegme habituel. Sa voix grave, dépourvue de toute inflexion, déclara qu'il n'avait jamais aperçu cette montre dans la maison, ni entre les mains des maîtres, ni parmi les domestiques. Ses yeux, sombres et fixes, ne trahirent pas la moindre hésitation. Pourtant, en dépit de son calme apparent, je crus percevoir chez lui une crispation infime, comme celle d'un homme que l'on met face à une vérité qu'il préférerait ignorer. Était-ce la dignité du serviteur irréprochable, ou bien la prudence d'un gardien de secret trop ancien? Alors que nous nous appressions à quitter la pièce, Holmes s'agenouilla brusquement sur le tapis, l'œil brillant. Il recueillait du bout de son doigt quelques particules claires que je pris d'abord pour de la poussière ordinaire. « Du sable marin, Watson, » dit-il d'un ton sec, et fort grossier. Je demeurais stupéfait. Comment de tels grains, arrachés au rivage lointain, avaient-ils pu se trouver ici, au cœur d'une chambre fermée, sans communication avec l'extérieur? La contradiction me paraissait si absurde que je sentis croître en moi une inquiétude nouvelle. Je savais par expérience qu'un détail insignifiant pour le commun des mortels représentait pour Holmes la clé d'un édifice entier de déduction. En quittant la salle, je ne pus m'empêcher de méditer sur cette accumulation d'impossibilités. Une porte intacte, une fenêtre scellée, une cheminée muette, et pourtant, un coffre de taille considérable avait disparu. Tout mon esprit s'efforçait en vain de concilier ces contradictions. Holmes, lui, ne montrait aucun signe d'impatience. Il avançait dans le couloir d'un pas égal, comme si l'énigme déjà contenait pour lui sa propre solution. « Vous voyez, Watson, » dit-il enfin, « le génie du crime n'est pas tant de cacher ses traces que de les disposer pour paraître impossibles. » Ces mots, prononcés d'un ton calme et presque ironique, me laissèrent dans une perplexité croissante. L'affaire, je le sentais, ne faisait que commencer. Holmes prit place avec cette aisance magistrale qui lui permettait de transformer le plus simple entretien. Charles Fortescue s'avança le premier, une assurance apparente plaquée sur des traits où perçait une inquiétude difficilement contenue. À la question de Holmes sur sa présence lors de la nuit du vol, il répondit qu'il se trouvait au club local, où plusieurs témoins pourraient confirmer son séjour. Mais son regard, fuyant et nerveux, trahissait le malaise d'un homme accoutumé à l'esquive. Holmes ne le contredit pas, se contentant de noter ses propos avec une froideur glaciale. Pour ma part, je me surpris à juger que cet alibi, trop commode et trop général, portait déjà en lui la marque d'une fragilité coupable. Lorsque ce fut au tour d'Eleanor, sa voix douce trembla d'une émotion sincère. Elle confia qu'au cœur de la nuit, un son métallique l'avait éveillée. Un choc bref, étouffé, comme si l'on avait déplacé une masse lourde. Mais, paralysée par la crainte, elle n'avait pas osé franchir le seuil de sa chambre. Ses mains jointes, son regard fuyant, me firent penser à une enfant prise dans le filet d'un secret trop lourd. Ce témoignage, bien qu'anodin en apparence, fit vibrer dans mon esprit la corde du mystère. Cette résonance métallique correspondait-elle au déplacement du coffre disparu? Lady Fortescue, droite et glaciale, accueillit les questions de Holmes par un silence dont la rigidité confinait à la défiance. Ses lèvres se crispèrent à plusieurs reprises, mais aucun mot ne franchit leur barrière. Le visage, impassible, semblait pétri d'une résolution intérieure. Mieux valait se taire que risquer une parole irréfléchie. Holmes, avec un sourire à peine perceptible, n'insista pas. Pour ma part, je fus frappé par ce refus obstiné qui, loin d'innocenter,
insinuait l'existence d'un savoir trop compromettant pour être partagé. Graves, le majordome, s'avança à son tour avec une gravité mesurée. Ses mains jointes derrière son dos, il déclara, d'une voix ferme et sans détour, qu'il n'avait rien à voir avec la disparition du coffre. Sa droiture apparente inspirait un respect certain. Pourtant, ce calme maîtrisé, fait, alignés les uns aux autres, formait un tout dont Charles paraissait être le centre. Je sentis alors se renforcer en moi la certitude que Charles, accablé par les dettes et la honte, avait orchestré le vol pour se libérer d'un fardeau. Tout me paraissait logique. L'alibi fragile, la montre retrouvée, l'attitude inquiète. Je crus discerner dans son regard l'ombre d'une conscience tourmentée, et je m'avouai intérieurement que la vérité, parfois, se dévoile avec une simplicité brutale. Pourtant, je percevais dans l'attitude implacable de Holmes une réserve qui m'inquiétait. Holmes, en effet, ne partageait pas ma conclusion hâtive. Son regard, glacé et pénétrant, se posa sur Charles sans toutefois s'y attarder. « Trop évident, Watson, trop évident », murmura-t-il entre ses dents, avec ce demi-sourire ironique qui lui était familier. Il reprit son carnet de notes, ferma les yeux quelques instants et sembla se replier dans une méditation intérieure. Je compris, non sans un frisson, que là où je voyais un coupable, lui entrevoyait déjà un piège. L'évidence, selon lui, n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait une logique plus subtile et plus redoutable encore. La promenade que j'entrepris ce matin-là aux côtés de Holmes demeure gravée dans ma mémoire comme l'une des plus singulières que nous ayons faites. Le vent s'engouffrait avec rage sur les falaises, soulevant des gerbes d'écume au pied des rochers. Le grondement continu de la mer se mêlait à nos pas mesurés, produisant une impression de solitude absolue. Holmes marchait d'un pas vif, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait une voix que nul autre ne pouvait percevoir. Quant à moi, j'éprouvais ce mélange de crainte et d'admiration qui m'envahissait chaque fois que je sentais qu'un mystère allait se dévoiler par petites fissures, et non par éclats. Soudain, Holmes s'accroupit et m'indiqua de son doigt une série d'empreintes à demi effacées dans le sable humide. Leur orientation trahissait un passage vers une crique isolée, que la marée montante s'employait déjà à effacer. J'eus peine à les discerner, mais lui, avec cette acuité presque surnaturelle, suivait leur cheminement comme s'il lisait un texte clair. « Voyez, Watson, dit-il, le crime laisse toujours une trace, même fugitive. » Je fus frappé par l'étrangeté de ces pas qui semblaient à la fois précipités et calculés, comme si celui qui les avait laissés avait voulu rejoindre un lieu secret avant d'être rattrapé par le flot. Nous atteignîmes bientôt une cavité creusée dans la roche, invisible au premier regard. Holmes, après un examen attentif, retira d'entre deux pierres une corde grossière, roulée et dissimulée avec maladresse. Plus loin, une caisse de bois brisé gisait, ses planches éparses encore marquées de clous tordus. Le tout évoquait une entreprise clandestine, mais menée avec une hâte telle qu'elle laissait derrière elle les preuves d'une manipulation. Je fus envahi par une impression d'inquiétude. Ces vestiges semblaient indiquer que l'on avait voulu faire croire à une disparition orchestrée par la mer, et pourtant tout sonnait faux, comme une représentation mal jouée. Holmes, examinant la caisse, déclara d'une voix sèche « Trop petite pour contenir le coffre. Il ne s'agit là que d'un décor, destiné à tromper. » Ces mots eurent sur moi l'effet d'un froid soudain. Je compris que nous n'avions pas affaire à une disparition authentique, mais à une construction volontaire. « Celui qui imagine un leurre, reprit-il, suppose qu'on se contentera de ce qui frappe les yeux. Mais la logique, Watson, dissipe toujours les artifices. » Il reposa les débris avec un geste calme, comme s'il venait de retirer un voile inutile. Je sentis que nous n'avions fait qu'effleurer la surface d'une intrigue plus ténébreuse. Alors que nous reprenions le chemin du retour, Holmes demeura silencieux, plongé dans ses réflexions. Puis d'un danger, mais la lourde conscience d'un secret enfoui. Elle détourna aussitôt la tête, et je demeurai saisi de l'impression qu'un drame intime se déroulait en elle, parallèle à l'énigme qui nous occupait. Cette impression, aussi fugitive qu'un éclat de lumière dans le brouillard, hanta mes pensées et ne fit qu'accroître ma certitude que la vérité résidait moins dans les indices matériels que dans les âmes tourmentées de cette maison.
Lorsque la nuit tomba sur le manoir des Fortescue, un silence presque inquiétant enveloppa chaque couloir. Les horloges paraissaient ralentir leurs battements, et les tapis assourdissaient le moindre pas, comme si la demeure craignait d'éveiller ses propres fantômes. Je me surpris à écouter le bruissement du vent contre les vitres, comme une voix insistante. L'atmosphère semblait imprégnée d'un secret trop lourd, et chaque porte close me donnait l'impression de cacher une confidence muette. Dans ce repos apparent, je sentais pourtant une vie souterraine, comme si quelque chose veillait dans l'ombre, attendant l'instant de se révéler. C'est au détour d'un couloir obscur que j'aperçus une faible clarté s'échapper de la bibliothèque. Intrigué, je m'approchai sans bruit et découvris Eleanor, assise devant une table, penchée sur un livre ancien qu'elle feuilletait avec une agitation palpable. Ses doigts tremblaient sur les pages, comme si elle redoutait de trouver ce qu'elle cherchait. Je crus même percevoir une larme furtive briller dans son regard concentré. Son isolement au cœur de la nuit, ce besoin de consulter un texte oublié, éveilla en moi un trouble profond. N'était-ce pas là la marque d'une âme prise dans l'étau d'un secret familial? Je pus distinguer la couverture abîmée. Il s'agissait d'un journal de bord, jauni par le temps, portant le nom d'un ancêtre corsaire de la famille. Les pages, couvertes d'une écriture serrée, relataient des traversées, des prises en mer, mais aussi des cargaisons mystérieuses. Au fil de son feuilletage, Eleanor semblait découvrir un récit qu'elle aurait préféré ignorer. Plusieurs mentions revenaient. Un coffre scellé, transporté comme un trophée, toujours con. Soudain, Eleanor, croyant n'être point observée, murmura à mi-voix des paroles qui me glacèrent. Ce coffre, disait-elle, ne contenait peut-être pas d'or ni de joyaux, mais des lettres, des preuves, des secrets capables de souiller à jamais le nom des Fortescue. Sa voix tremblait sous le poids d'une vérité qu'elle n'osait pas prononcer en entier. Dans son aveu voilé, je perçus toute la détresse d'une femme qui voyait l'honneur de sa maison menacé par le passé et non par le présent. Ce n'était pas la convoitise, mais la honte héréditaire qui, peut-être, animait le drame. Je fus surpris d'entendre derrière moi le souffle contenu de Holmes. Il s'était dissimulé dans l'obscurité et, fidèle à son habitude, observait depuis longtemps déjà sans se manifester. Lorsqu'Eleanor quitta la salle, il s'avança d'un pas mesuré, posa une main sur le vieux livre et dit avec ce détachement qui masquait sa satisfaction. « Ainsi, Watson, nous tenons la clé. Il ne s'agit pas d'un vol ordinaire, mais d'une guerre silencieuse contre le poids du passé. » Sa voix basse, presque ironique, donnait à sa remarque la force d'une sentence. Je compris qu'il avait prévu cette scène, comme une expérience dont il attendait le résultat. Je demeurai quelques instants immobile, encore saisi par ce que je venais d'entendre. L'affaire qui nous avait semblé d'abord un simple mystère matériel se révélait être bien plus qu'un vol. C'était une lutte autour de l'honneur, une bataille où chaque silence pesait plus lourd que la parole. Je sentis en moi naître une réflexion amère. Combien de familles portent en elles un fardeau ancien qu'elles préfèrent cacher à tout prix, même au risque du scandale? Holmes, qui lisait sans doute mes pensées, se contenta de dire « Le crime, Watson, n'est parfois que la conséquence tardive d'une vérité qu'on a voulu trop longtemps ignorer. » Ces mots résonnaient comme une ouverture vers des profondeurs encore inexplorées. Un matin, Holmes laissa courir la rumeur qu'il avait retrouvé le coffre disparu au fond d'une crique battue par les flots. La nouvelle, Holmes, qui ne perdait pas une nuance, planta sur lui ses yeux perçants et lui posa une question anodine sur l'état de la crique. Le majordome balbutia une réponse confuse, trahissant une agitation qu'il s'efforçait de masquer. Ce trouble, plus que tous les indices matériels réunis, éveilla chez Holmes la certitude qu'il tenait le fil d'une vérité longtemps dissimulée. Peu après, alors que nous traversions le vestibule, Graves, profitant d'un instant d'inattention, tenta de s'éclipser vers la porte arrière. Ses pas, d'ordinaire mesurés, trahirent une hâte fébrile. Holmes, d'un geste calme, l'arrêta net, lui barrant le passage avec une fermeté dénuée de toute brutalité. « Pas si vite, mon ami », lança-t-il d'une voix où l'ironie se mêlait à l'autorité. La scène dura une seconde à peine, mais elle révéla la fragilité d'un homme que le poids du secret avait trop longtemps écrasé. Réunis dans le grand salon, le cercle de la famille observa le majordome avec une curiosité mêlée de crainte. Graves, placé devant Holmes,
baissa les yeux comme un élève fautif. Holmes, sans élever le ton, l'interrogea avec une patience glaciale. Je sentis la tension croître. Les regards de Lady Fortescue, d'Eleanor et de Charles étaient fixés sur le vieil homme, comme si chacun attendait une confession dont dépendait son propre sort. L'air, lourd et saturé de non-dits, vibrait d'une attente insoutenable. Enfin, Graves céda. Sa voix, rauque et lente, avoua qu'il n'avait agi que sur ordre. Lady Fortescue, dit-il, lui avait expressément commandé de faire disparaître le coffre, dont l'existence même menaçait la réputation de la maison. Je jetai un regard vers la maîtresse du domaine. Son visage de marbre ne se fissura pas d'un instant. Elle demeurait droite, presque hautaine, comme si l'aveu du serviteur ne faisait que confirmer une résolution ancienne. Ce fut l'un des moments les plus saisissants que j'ai vécus. La dignité glaciale d'une femme qui plaçait l'honneur au-dessus de toute vérité. Graves poursuivit, accablé. Mais Graves, incapable d'aller jusqu'au bout de la destruction, avait choisi de cacher le coffre dans un passage secret du manoir. Sa loyauté l'avait empêché de l'anéantir, sa peur de le livrer. Ainsi, l'objet de tant de tourments reposait encore tout près de nous, tapi dans les entrailles de la demeure. Je songeais à l'ironie tragique de cette fidélité. En voulant sauver la famille, le majordome n'avait fait que prolonger son supplice. Holmes, les bras croisés, écouta sans manifester la moindre surprise. Lorsqu'il parla, ce fut avec cette sécheresse tranquille qui conférait à ses paroles l'autorité d'un verdict. « Vous oubliez, Graves, que je connais déjà ce passage. Le coffre n'a jamais cessé de m'appartenir en pensée. » À ces mots, le majordome ploya la tête, vaincu. Pour ma part, je fus saisi d'admiration mêlée d'effroi. Holmes avait tendu ses filets avec une précision implacable, et le piège s'était refermé au moment exact qu'il avait choisi. Lorsque Holmes fit apparaître le coffre dans le grand salon, intact et scellé, je crus entendre un soupir collectif s'échapper des poitrines oppressées. L'objet, lourd et imposant, se dressait comme un témoin muet des drames récents. Nul n'osa le toucher. La cire rouge qui scellait ses ferrures brillait faiblement, rappelant les siècles écoulés sans que personne n'ait osé briser ce secret. Ce n'était plus seulement un coffre. Il incarnait la mémoire de toute une famille, un fardeau aussi tangible que sacré. Je compris aussitôt que son mystère, loin de s'éteindre avec sa découverte, ne faisait que s'épaissir. Holmes, d'un ton qui n'admettait aucune réplique, déclara qu'il n'était pas question d'ouvrir ce coffre. « Nous avons là, dit-il, la preuve d'un passé qui ne demande qu'à reposer. » Je fus frappé de cette décision. Lui qui ne vivait que pour mettre la vérité en pleine lumière, choisissait ici le voile. Je perçus, dans son regard froid, non pas un renoncement, mais la conscience que la logique devait céder place à une sagesse plus haute. En cet instant, il me sembla que son silence avait plus jeune, comme délivré d'un secret trop grand pour ses frêles épaules. En elle, je vis la réconciliation silencieuse d'une âme avec son propre destin. Pourtant, malgré ce soulagement apparent, la maison ne retrouva pas la légèreté de jadis. En parcourant les couloirs, je sentis que le silence y régnait avec une densité nouvelle, plus lourde encore que celui qui précédait la découverte. Le manoir, débarrassé de sa menace immédiate, demeurait habité par une ombre plus subtile, celle de ce qui avait été tu et qui désormais ne pourrait jamais être révélé. Je méditais sur cette étrange situation, un mystère élucidé, mais dont le cœur devait demeurer clos. Combien de fois dans notre carrière avions-nous poursuivi la vérité comme une fin absolue? Et pourtant, ce soir-là, je compris qu'il existait des secrets dont la révélation ne pouvait qu'engendrer ruine et désespoir. Peut-être la véritable justice ne résidait-elle pas dans l'exposition des faits, mais dans la délicatesse de les laisser dormir sous leur voile. Holmes, qui m'observait, rompit le silence par une phrase brève. « La logique nous mène à la vérité, Watson, mais la sagesse nous enseigne ce qu'il convient d'en faire. » Ce mot, dit avec une ironie sèche et presque indifférente, avait pourtant la gravité d'une maxime. Je reconnus là toute sa singularité. Son esprit cherchait la clarté absolue, mais son jugement savait parfois choisir l'obscurité comme refuge. En quittant le manoir, je ressentis une impression étrange, comme si cette affaire ne s'était pas véritablement close. Certaines énigmes,
me dis-je, se ferment avec des serrures invisibles que seule la mémoire conserve. Le coffre demeurerait scellé, mais son écho résonnerait longtemps dans nos pensées. Rappel cruel que l'histoire des hommes n'est pas faite que de vérités dévoilées, mais aussi de secrets consentis. Il me semble encore entendre le battement sourd de la mer contre les falaises, comme un rappel obstiné de ce qui demeure caché dans les replis du temps. Certaines énigmes s'achèvent sans jamais se clore vraiment, laissant